projet qui a été réalisé par M. André Pichette et son équipe en collaboration avec PCI Industrie. Ils vont nous présenter les résultats de son projet, étude d'un procédé de séchage à haute température appliqué à des feuillus de la forêt boréale de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. André. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous présente les résultats de notre projet qui porte sur l'étude d'un procédé de séchage à haute température appliqué à des feuillus de la forêt boréale de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, c'est une équipe de recherche multidisciplinaire qui s'est attaquée à cette problématique. D'abord moi, qui était, si on peut dire, le responsable du volet chimie et le responsable administratif du projet. Est-ce que vous m'entendez bien? Ma voix porte bien? OK, merci. Il y a également Mme Cocafé, du goût Cocafé, qui est la directrice du groupe en thermotransformation du bois de l'UQAC, qui s'occupait du volet ingénierie, l'aspect ingénierie de tout le projet. Mme Cornelia Krause au niveau de la caractérisation des produits obtenus par la thermotransformation. M. Stéphane Bergeron de PCI Industrie, donc, qui nous a donné un support fantastique tout au long du projet. Dr Jean Legault, qui s'occupait du volet pharmacologie du projet, et plusieurs étudiants, Joseph Ross, maîtrise, M. Sandor Ponsac, stagiaire postdoctoral, Christina Dragish, également stagiaire postdoctorale, M. Pierre-Luc Laroche, étudiant de maîtrise, et Bouchra Chaudry, qui était une étudiante, une stagiaire postdoctorale. Alors, quelles sont les motivations de ce genre de développement-là, c'est-à-dire développer des nouvelles voies de séchage, si on peut dire, pour le bois? D'abord, c'est d'appliquer ça à des essences abondantes, mais qui sont souvent peu utilisées parce qu'ils n'ont pas de propriétés intéressantes. Pensez, par exemple, au bois de 30, donc qui n'a pas beaucoup d'utilisation. Alors, par un traitement thermique, on est en mesure d'obtenir des produits qui ont des apparences et des qualités particulières qui peuvent nous permettre à développer des nouveaux marchés. Alors, ce genre de développement-là, ça nous permet de mettre en place, de développer donc des produits de haute valeur ajoutée, ce qui extensionne finalement différents marchés. La thermotransformation du bois, ça a plusieurs avantages. Ça n'a pas seulement des avantages non plus, mais ça en a plusieurs. Entre autres, on considère que ça amène une stabilité dimensionnelle au bois. Donc, le bois n'a pas tendance à se modifier au niveau de la taille dans différentes conditions. Souvent, il y a une augmentation de la durabilité. Durabilité en termes de dureté, mais aussi en termes de longévité. Donc, ces matériaux-là vont résister, par exemple, de façon pratiquement exemplaire aux micro-organismes. Amélioration de l'apparence. Alors, souvent, vous allez avoir des teintes qui sont difficiles à obtenir par les approches conventionnelles. Alors, ça aussi, c'est extrêmement intéressant dans ce type de développement. Quelques distinctions au niveau des procédés de séchage. Vous avez les séchages qu'on pourrait considérer comme conventionnels. Vous en avez une panoplie. C'est des conditions, par exemple, de séchage qui vont osciller entre 60 degrés C et 170. Donc, c'est des types d'approches très conventionnelles qu'on voyait dans les... si on remonte à une dizaine d'années, qui étaient très, très répandues. C'est encore répandu encore aujourd'hui. Mais les nouvelles technologies de séchage ont fait leurs apparitions assez récemment, du moins au Québec. Si on parle de la technologie Perdure, qui est la technologie dont on parle aujourd'hui, donc c'est des conditions de séchage, mais en fait de séchage et de thermotransformation, des températures oscillant entre 180 degrés et 230 degrés Celsius. Il y a d'autres technologies de traitement du bois à haute température. Souvent, les températures vont osciller de 180, mais vont aller à des températures supérieures à Perdure, c'est-à-dire même jusqu'à 280 degrés Celsius. Vous avez d'autres types également de traitements thermiques, par exemple pour la production de charbon, la pyrolyse, des trucs comme ça, donc qui peuvent atteindre des températures de 1100 degrés, donc de 290 à 1100 degrés. Alors, assez agressif comme traitement thermique. Le bois traité à haute température, d'abord, c'est un traitement thermique. Je l'ai mentionné un petit peu de manière pas évidente dans le préambule.
Ce n'est pas juste d'enlever l'eau dans le matériel, c'est carrément, on va apporter des modifications au niveau de la structure. Donc, vous avez, par exemple, certaines macromolécules comme les sucres et même la lignine là, qui vont être modifiées chimiquement. Donc, on peut presque entrevoir la notion de cuisson là, avec cette approche-là. Comme je l'ai mentionné, c'est des plages de 180 à 280 qui vont avoir une incidence beaucoup au niveau de l'apparence et les propriétés mécaniques et physiques du bois. Ça se fait généralement sous des atmosphères qui sont contrôlées. Alors, comme je le mentionnais, et d'une manière un petit peu plus détaillée, parce que ça a une incidence importante sur le projet que je suis en train de vous montrer. D'abord, à différentes températures, on va modifier différents types de sucres. Entre autres, les hémicelluloses vont être souvent dégradées à certaines températures. Là, quand on approche assez souvent, on va y aller de manière générale, autour de 200 degrés. Donc, on observe des dégradations là, assez significatives. Il va y avoir également de la réticulation des lignines. Qu'est-ce que c'est de la réticulation? C'est des pontages chimiques entre soit intramoléculaires ou intermoléculaires. Souvent, on sous-entend principalement les liaisons intermoléculaires, c'est que vous allez avoir des différentes composantes du bois qui vont carrément se lier chimiquement. Alors, vous voyez, souvent, ça va amener une espèce de rigidité au niveau de la matrice moléculaire du bois. Alors, ça va moduler là, de manière importante les propriétés. On assiste également à une modification de la structure cristalline de la cellulose. Description du procédé perdure comme tel, on peut un peu résumer ça en quatre étapes. Donc, vous avez un préchauffage et un séchage du bois à une température voisine de la température de vaporisation de l'eau, c'est-à-dire autour de 100 degrés. Cette étape-là, ça nous permet d'atteindre à peu près 12 d'humidité à l'intérieur du bois, donc c'est ce qui est recherché. Ensuite, on va chauffer le bois dans des conditions réductrices jusqu'à obtenir un matériau qui est pratiquement anhydre, c'est-à-dire à 0 degré d'humidité, au voisinage de 230 degrés Celsius. Par la suite, vous avez le refroidissement du bois par l'eau. Donc, on va introduire de l'eau. Ça va faire comme un gaz de refroidissement, là, essentiellement. Et ce gaz de refroidissement-là, ceci dit, donc dans le processus, si on veut le visualiser un petit peu, donc vous avez toute l'étape de séchage, donc on réduit la quantité d'eau dans le matériel. Par la suite, vous avez naturellement l'évaporation de produits volatiles qui se retrouvent à l'intérieur du bois. Vous avez également de la dégradation. Et quand vous introduisez votre gaz écran, c'est-à-dire l'eau, eh bien, vous allez obtenir, vous allez solubiliser, si on peut dire, tous ces gaz-là et ces matériaux-là qui vont être dans le four. Et vous allez obtenir une espèce de lexivia là, qui contient du matériel organique. Alors, la technologie, vous avez un four à convection, vous avez une chambre, naturellement, ça prend une chambre de traitement du bois pour introduire nos charges de bois. Vous avez une chambre de combustion, donc il faut générer de la chaleur naturellement. Donc, vous allez brûler une partie, en passant, vous allez brûler une partie des gaz qui vont être émis lors du traitement. Donc, c'est quand même intéressant. D'ailleurs, je le mentionne ici. Et c'est une approche qui permet d'utiliser les gaz qui sont émis et, si on peut dire, de les recycler d'une certaine manière. Donc, grosso modo, la technologie, ça ressemble à ça. Bon, les caractéristiques principales, on module la couleur du bois, donc souvent on va obtenir des produits qui vont être relativement foncés. Souvent, on va avoir des apparences très, très brunes, dépendamment des conditions de séchage. C'est bien important. Plus on chauffe, plus on laisse séjourner le matériel dans le four à des températures importantes, généralement, plus il va y avoir une coloration brunâtre. Ça permet aussi d'éliminer, en fait, ce traitement-là également, chose très importante, ça donne un matériel qui est beaucoup résistant aux micro-organismes, donc ça, c'est un avantage si on parle, par exemple, de bois pour l'extérieur ou des choses comme ça.
des produits de cette nature. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et on a une amélioration de la stabilité dimensionnelle avec le procédé Perdure. Ça a été démontré, là, entre autres, avec les bois de conifères. Les objectifs du projet, il y a 2 grands objectifs. Il y a un volet chimie qui est important. Je vous ai parlé tout à l'heure du Lixivia. Donc, moi, c'est le volet qui m'intéressait. Donc, c'était d'étudier les composés chimiques des Lixivia de séchage. Donc, de les identifier au préalable, parce que d'une espèce à l'autre, ces composantes chimiques-là vont changer, vont être modulées. Également, c'était d'évaluer si certains de ces produits avaient un potentiel biopharmaceutique en mesurant l'activité antioxydante des Lixivia. Mais pas juste ça, c'était également de vérifier, de déterminer quels composés étaient responsables des activités qu'on allait noter au niveau antioxydant, dans le but d'identifier les composantes qui sont responsables de cette activité. Dans le cas où il y a des produits d'intérêt vraiment intéressants, c'était de mettre au point une méthode d'isolation efficace là, de ces produits-là qui sont particulièrement intéressants. Donc, mettre une voie d'isolation rentable au point à partir du Lixivia. Un autre volet, donc un volet plutôt génie, on avait déjà des données au niveau des bois de conifères avec la technologie Perdure. Donc, c'était idéalement, au départ, de l'appliquer au papier faux-trempe et au bouleau blanc pour voir si on avait si on était en mesure d'obtenir des produits avec des qualités intéressantes. Par la suite, c'était d'optimiser les conditions expérimentales pour les différents bois considérés en lien avec les propriétés anatomiques, physiques du bois. Et c'était d'essayer de comprendre un petit peu si on peut dire, le modèle de séchage, quels paramètres étaient importants en lien avec les propriétés qu'on voulait observer. Donc, essentiellement, c'était le volet génie qu'on voulait étudier. Composition des Lixivia. Bon, tout d'abord, le Lixivia, j'en ai brièvement parlé tout à l'heure. Donc, vous introduisez votre eau, ça sert pour le refroidissement. Et ça va également solubiliser des composés organiques qui sont dans le four. Alors, c'est une matrice qui est aqueuse. Ça, c'est quand même, il faut le mentionner, c'est particulier. Quand on travaille dans le domaine des produits naturels, généralement, c'est des matrices qui sont différentes. Ces Lixivia-là, souvent, sont constitués de plusieurs composés chimiques. Alors, vous n'observerez pas seulement un produit là, dans un Lixivia, vous allez en observer, par exemple, une quarantaine de composés. Assez souvent, c'est comme ça. C'est des composés de structure moléculaire très diversifiés. Bon, ça veut dire quoi? Assez souvent, quand on va travailler avec une matrice d'origine naturelle, on va avoir une famille de composés dans la matrice. Par exemple, pensez à l'IF. Si vous travaillez sur l'IF du Canada, vous êtes en mesure d'extraire des taxanes. Alors, assez souvent, vous allez obtenir plusieurs composés de la famille des taxanes. Dans ce cas-ci, je vous dirais que c'est très, très diversifié. Vous allez avoir 2-3 produits similaires et vous allez avoir différentes familles chimiques comme ça. Alors, ça amène un certain défi là, quand on veut travailler dans ces matrices. Donc, les composés qui sont présents, bien, ils originent en partie de la volatilisation. Donc, il y a des produits volatiles qu'on va volatiliser dans le processus, qui ne seront pas dégradés, qu'on va retrouver dans le Lixivia. Il y en a certains. Mais il y a beaucoup de produits qu'on va retrouver qui sont des produits de dégradation. Puis la dégradation, bien, il y en a 2 types. Il ne faut pas l'oublier. Vous avez de la dégradation thermique, qui est importante. Donc, vous soumettez votre matériel à des températures là, au-dessus de 200 degrés. Alors, il y a des molécules organiques qui vont avoir suffisamment d'énergie pour carrément se couper, se dégrader. Et vous allez observer des sous-produits qui originent la dégradation thermique. Vous avez également des produits qui vont originer de la dégradation chimique. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est en présence d'un matériel qui est à haute température et ce n'est pas un milieu qui est neutre et inerte, là. Vous avez de l'eau, les conditions deviennent assez acides dans le processus. Alors, toutes ces conditions-là vont faire en sorte qu'il va y avoir des dégradations chimiques qui vont s'opérer soit à l'interface ou encore
sur les produits qui vont être volatilisés, ils peuvent être modifiés chimiquement là, à l'état gazeux. Ici, je vous présente un chromatogramme typique d'un extrait organique de Lexivia. Donc, on n'analyse pas directement le Lexivia. Il faut faire quelques traitements que je vais vous montrer tout à l'heure. Ça représente assez bien à quoi on a affaire quand on travaille avec les Lexivia. Vous avez quelques produits importants. Vous voyez juste par l'intensité des pics, là, on peut soupçonner que ces produits-là sont assez abondants dans le Lexivia. Okay? Ça représente grosso modo, de mémoire, là, environ 60 les 6 produits que vous voyez, ça représente environ 60 du Lexivia. Mais vous avez, je vous dirais, au-delà de 40 petits produits là, qui sont entre 1 et 4 là. Donc, vous avez une quarantaine de produits. Donc, c'est des matrices qui sont très complexes au niveau chimique, qui ne sont pas faciles à travailler. Et ça, ceci dit, c'est un chromatographe qu'on obtient avec la chromatographie gazeuse. Donc, c'est une technique analytique qui nous permet d'avoir une bonne résolution, qui nous donne une bonne idée de la complexité. L'approche d'extraction qu'on utilise, d'abord, vous avez le Lexivia qui est un mélange, c'est une matrice aqueuse qui contient plusieurs composés. Généralement, ici, je ne l'ai pas indiqué, on doit faire obligatoirement une filtration sur membrane de nylon, 0,45 microns. Vous avez des particules noirâtres qui n'ont pas été identifiées formellement, qui ressemblent un petit peu à du charbon, si vous me permettez l'expression. Donc, on se débarrasse de ces particules-là. Par la suite, on peut faire une extraction avec différents solvants organiques. Okay? Donc, vous avez une matrice aqueuse qui contient des composés organiques. Ces composés-là peuvent avoir beaucoup d'affinité pour l'eau et vous en avez d'autres qui en ont moins, sauf que dépendamment des concentrations qui sont en présence, vous pouvez obtenir il peut y avoir des produits qui sont très hydrophobes, c'est-à-dire qui n'ont pas d'affinité pour l'eau. Alors, généralement, on va chercher ces produits-là avec l'hexane. Okay? Donc, l'hexane permet d'aller chercher les produits non polaires. L'hexane, c'est un solvant organique qui est dans la lignée de l'essence, on peut dire, là, vulgairement. Par la suite, vous pouvez faire différents types d'extraction avec des solvants plus polaires. Donc, c'est-à-dire que les composés qui ont de l'affinité pour l'eau vont avoir plus d'affinité, par exemple, pour le dichlorométhane que l'hexane. Et l'acétate d'éthyle, on a identifié que c'est un solvant là, qui est intéressant pour aller récupérer le plus de matériel organique possible. Quand on analyse, par exemple, l'extrait hexane, l'extrait acétate d'éthyle, ici, sur 1 litre de Lexivia, vous allez aller chercher environ 30 mg de composés non polaires avec l'hexane et vous allez aller chercher 15 fois plus de composés organiques avec l'acétate d'éthyle, grosso modo, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, il y a des produits de polarité là, intermédiaire dans le Lexivia. On peut également récupérer les produits par lyophilisation. C'est une matrice aqueuse. Alors, s'il y a des gens qui connaissent un peu l'industrie alimentaire, on peut lyophiliser des produits qui sont riches en eau. Donc, on gèle notre échantillon et on le soumet à un vide très intense. Et ça nous permet de se débarrasser de l'eau et on récupère comme ça notre matériel organique. Par la suite, on peut, quand on a des fractions qui sont intéressantes au niveau de l'activité biologique, par exemple l'activité antioxydante, bien, généralement, on amorce un travail de séparation. Donc, on va séparer grossièrement les composantes du mélange. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure ici, le fractionnement grossier est assez facile. Mais quand on arrive un petit peu plus loin pour identifier composé par composé, c'est plus difficile. Donc, quand on sépare par chromatographie liquide à haute performance, normalement qui est une technique qui nous permet là, de séparer très finement des composés très similaires, on a rencontré plusieurs difficultés à ce niveau-là. Au niveau analytique, on peut faire de la chromatographie gazeuse pour identifier avec des banques de données les différents composés. La teneur en extractible, j'en ai brièvement parlé. Si on se réfère à toutes les essences qui ont été mises à l'essai dans le procédé Perdure, grosso modo, on a 200 à 800 mg de composés organiques par litre de Lexivia.
Donc, ça donne une idée. Dans le cas du 30, 230 mg par litre approximativement, ça dépend des batchs. Dans le cas du bouleau blanc, un petit peu plus. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans ces Lexivia. Exemple de structure moléculaire, 5-méthylfurfural, donc produit qui origine la dégradation des sucres, qui est représenté ici. Donc, c'est très diversifié. Vous avez ici propanoïque acide 3-éthoxyéthyléther, donc un composé qui n'a pas de lien direct là, avec les autres que j'ai représentés. L'alpha-terpinéol, qu'on peut retrouver dans les matrices. Donc, c'est un monoterpène qui est représenté ici. La vanilline, ça peut sembler étrange. La vanilline, c'est un des composés qui est responsable de l'odeur de la vanille. Alors, on va le retrouver dans les Lexivia. Quand vous obtenez un extrait d'un Lexivia, généralement, les extraits ont une odeur de caramel ou de brûlé, là. Donc, il y a quelques composés aromatiques, tels la vanilline, qui sont en partie responsables de ça. Bioactivité des molécules identifiées. Alors, on devait vérifier l'activité antioxydante, entre autres des extraits des Lexivia. On a mesuré des activités antioxydantes intéressantes. On a testé quelques composés qu'on a isolés, entre autres le coniféraldéhyde, la vanilline qu'on a identifié tout à l'heure. C'est des composés qui ont montré des activités antioxydantes intéressantes. Ce n'est pas les seules molécules, ceci dit. Là, il y a beaucoup de molécules qui ont des activités antioxydantes. Donc, on n'a pas poussé plus loin parce qu'on estimait que, étant donné qu'il y avait des composés plus facilement accessibles par soit des matrices naturelles ou autres, que ça ne valait pas la peine. Alors, on a quand même fait une évaluation de l'activité anticancéreuse de plusieurs de ces composés-là. On a noté des activités modérées, entre autres au niveau du coniféraldéhyde. Donc, rien de majeur au niveau cancer. On sait que c'est des familles de molécules qui ont des réputations pour avoir des diverses activités biologiques, entre autres antifongiques, et même j'ai vu un antibactérien récemment. Donc, éventuellement, si on veut pousser un petit peu plus loin, ça serait intéressant de vérifier d'autres champs de bioactivité qu'on est en mesure de faire au laboratoire. Bon, au niveau ingénierie, c'est un volet assez important que je vais essayer de vous mettre le plus possible en forme. Vous comprendrez que je ne suis pas ingénieur. À un moment donné, ça dépasse un petit peu mes connaissances là, techniques. On a étudié différents paramètres pour couvrir le volet ingénierie, entre autres la température maximale de séchage, quel impact que ça avait sur le matériel, la vitesse d'augmentation de la température, c'est-à-dire le taux de chauffage vulgairement, si on peut le dire, le temps de résidence à la température maximale, le taux d'humidité dans le four. Donc, on a regardé ces différents paramètres-là. Puis, on a regardé également différents facteurs, entre autres, différentes données qu'on pouvait mesurer pendant le traitement, comme par exemple la température interne du bois. Pensez-vous, par exemple, que le bois qu'on va introduire dans le four va évoluer à la même température que le four? Moi, sincèrement, il y a quelques années, j'aurais répondu oui, probablement, mais ce n'est pas le cas. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, comme on l'a mentionné, il y a des réactions chimiques qui se produisent et souvent, ça va avoir une incidence. Donc, la température du bois n'évolue pas comme la température du four. Et donc, je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Donc, la température. Ensuite, on va mesurer certains critères comme le module d'élasticité, le module de rupture et la dureté. Donc, c'est différentes choses qu'on a mesurées sur les produits, le produit fini. Dans le cas du bouleau, ici, j'ai sorti vraiment les faits qui m'apparaissaient les plus étonnants. Bon, d'abord, on a noté qu'il y avait des réactions exothermiques qui se produisaient lorsque la température du four atteignait 150-160 degrés. Bon, c'est-à-dire qu'on chauffe, donc le bois suit à peu près la même température que le four. Quand on arrive à 150-160 degrés, vous avez une augmentation subite dans le bois, plus vite que la température du four. Ça indique finalement qu'il se passe réellement là, des réactions chimiques
à l'intérieur de la matrice. Et ça, c'est reproductible. On le fait à maintes reprises. Alors, ça, c'est un fait intéressant. Ce qu'on remarque aussi, c'est que ces réactions-là semblent s'accélérer lorsque la température du four dépasse 200 degrés. Si on essaye de faire un lien avec les propriétés mécaniques, on remarque également que les propriétés mécaniques commencent à se dégrader à partir de 200 degrés. La dureté du matériel, du produit fini, est légèrement augmentée lorsque la température atteint 200. Bon, ça, c'est pour le boulot. Alors, vous voyez, dépendamment du type de produit qu'on veut obtenir, est-ce qu'on veut un produit très dur? Quelle apparence qu'on veut pour le produit? Donc, il faut un petit peu sélectionner là, à l'avance quel type de produit on veut obtenir pour bien déterminer tous les paramètres de séchage. C'est encore plus vrai, je dirais, pour le peuplier. On a remarqué dans le cas du peuplier que l'augmentation de l'humidité ambiante diminuait la dureté puis le module de rupture, mais augmentait le module d'élasticité. Alors, vous voyez, encore une fois, c'est pas facile d'avoir la formule idéale et magique. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut obtenir au niveau de notre produit fini. L'augmentation de la température maximum augmente légèrement le module d'élasticité, mais diminue le module de rupture. Encore une fois, vous voyez que c'est particulier. Il faut sélectionner vraiment là, ce qu'on désire avant d'appliquer une recette de séchage. L'augmentation du taux de chauffage augmente la dureté, mais diminue le module de rupture. Alors, encore une fois, c'est vraiment du fine-tuning, toujours en lien avec les produits qu'on désire. La conclusion, si j'essaie de conclure au niveau de l'aspect génie, donc les paramètres doivent être choisis en fonction de l'essence, c'est bien important. On a vu que les deux essences avaient des comportements qui étaient différents, mais aussi en fonction des propriétés mécaniques qui étaient désirées. Le modèle mathématique qui inclut ces paramètres et mesures sera utile pour la sélection des conditions de traitement de thermotransformation. Finalement, la concentration en composés organiques et la complexité chimique des lexivia de tremble et de bouleau limitent le potentiel d'utilisation de ces résidus, du moins avec les connaissances qu'on a déterminées dans le cadre de ce projet-là. Donc, au niveau antioxydant, on pense qu'avec les concentrations qu'on a et les types de produits qu'on retrouve dans la matrice, on pense que c'est un petit peu utopique de penser qu'on va développer des voies de récupération de ces produits-là pour s'en servir à des fins soit biopharmaceutiques, alimentaires ou autres. Donc, on pense que ce n'est pas possible. Au niveau anticancéreux, on l'a fait, si on peut dire, en marge et on n'a pas de résultats suffisamment concluants pour pousser davantage. Les principales retombées jusqu'à maintenant, c'est des retombées qui sont ponctuelles. Je suis très, très bref. On aurait pu en voir de multiples, mais je vais me limiter à l'essentiel. On a 2 articles qui sont acceptés dans Wood Science and Technology et l'autre dans Journal of Material Science. Donc, une sur le bois de bouleau, donc tout l'aspect génie, donc génie de séchage, et l'autre sur le bois de trempe, donc également l'aspect génie. On a un autre qui devrait être soumis sous peu à Journal of Food Chemistry and Technology, donc qui est en préparation et qui est presque final. Naturellement, ce projet-là a contribué à la formation de personnel hautement qualifié. Là. On a plusieurs stagiaires postdoctoraux qui ont participé au projet, des étudiants de maîtrise également. Remerciements. D'abord, j'aimerais remercier le comité de définition des priorités de recherche. On entend souvent parler de 2e, 3e transformation du bois. C'est un discours qu'on entend, je dirais, depuis une bonne dizaine d'années. Par contre, je dois avouer qu'en recherche, les programmes pour faire de la recherche dans ce secteur-là, il y avait très, très peu de choses et je pense que le Fonds forestier est à peu près un exemple, là, à mon avis, là, dans ce secteur-là. Donc, ils ont été ouverts aux 2e, 3e transformations et à la valorisation de la biomasse. Alors, moi, je les remercie pour leurs ouvertures d'esprit concernant ça et également pour cette initiative.
PCI qui a donné un support vraiment très, très apprécié, M. Stéphane Bergeron et d'autres personnes de PCI qui ont beaucoup contribué. Quand on a, entre autres, installé le four à l'échelle pilote à l'Université du Québec à Chicoutimi, on a eu énormément de problèmes. Et PCI a été d'un support là, vraiment fort apprécié. Cornelia Krause pourra vous en témoigner, Mme Cocafé également. Donc, ils ont beaucoup aidé et c'est des gens qui ont été toujours disponibles pour les différents points de recherche du projet. Je remercie aussi toute l'équipe de chercheurs qui était indiquée sur la première diapositive, mais également d'autres chercheurs connexes qui ont contribué vraiment beaucoup à ce projet-là. Entre autres, je pense, et je vais en oublier, mais je me permets d'en remercier quelques-uns, Maxime Lebrun, Angélique Lontin, Serge Lavoie, qui ont fait un excellent travail. Et naturellement, FQRNT Fonds forestier 02 pour leur contribution. Et je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre au meilleur de mes connaissances. Merci. Nous allons continuer avec le prochain projet. Les résultats du projet de recherche, valorisation des écorces et des résidus de conifères par l'extraction de composés d'intérêt et l'évaluation de leur activité biologique. Le projet a été réalisé par M. Jean Legault avec la participation du Centre d'études des procédés chimiques du Québec et la coopérative forestière de Girardville. Le projet visait à proposer des voies de valorisation de la biomasse et des sous-produits forestiers. Jean? Avant de commencer, avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous faire un petit rappel historique pour que vous puissiez voir un peu le laboratoire là, auquel je fais partie. Donc, ce laboratoire-là, en fait, le laboratoire La Sève, donc laboratoire d'analyse et de séparation des essences végétales, a été fondé en 1987 par 3 chercheurs, Dr Colin, Haché et Garneau, qui sont maintenant des professeurs émérites, mais qui continuent quand même à travailler avec nous autres actuellement. Donc, en 87 jusqu'en 99, la principale expertise développée par ce laboratoire-là était un laboratoire d'analyse, en fait, des produits volatiles. Donc, on étudiait les huiles essentielles, etc. Donc, on caractérisait les composés qu'on retrouve dans ces huiles-là. À partir de 2000, on a élargi cette expertise-là. Donc, c'est l'arrivée, en fait, du Dr Pichette qui a permis, en fait, maintenant l'analyse des produits non volatiles. Donc là, on est capable, à partir de ce moment-là, d'analyser des composés là, de toutes sortes, donc volatiles et non volatiles. Par contre, on était fort pour identifier des composés et tout ça, mais trouver des applications, bien, et ça manquait. Donc, depuis 2001, le LACEV, maintenant, s'intéresse au développement biopharmaceutique et c'est dû en partie à mon arrivée. Donc, moi, j'ai amené le volet biopharmaceutique, donc trouver des applications aux molécules qu'on identifiait dans la biomasse forestière boréale. Donc, on parle de produits naturels et tout ça, donc je veux juste faire une petite distinction ici qui est importante. Donc, quand on parle de produits naturels, moi, je ne parle pas des produits naturels qu'on retrouve chez Jean Coutu ou autres, etc. Quand on parle de produits naturels, on parle d'un produit qui est synthétisé par une plante, par un animal, et c'est un produit chimique. Donc, fréquemment, on entend produit naturel, ce n'est pas un produit chimique, c'est un produit chimique. Où on peut faire une distinction, en fait, c'est que quand on compare, si on fait une différence, en fait, c'est avec les produits de synthèse. Donc, ce n'est pas un produit de synthèse de laboratoire, donc, qui sont réalisés par les humains. Donc, c'est la grosse différence entre produits naturels et produits de synthèse. Mais tous les deux, produits de synthèse et produits naturels, ce sont des produits chimiques. Donc, dans le laboratoire, on a développé toute une plateforme d'activité, d'évaluation de l'activité biologique. Donc, les principaux types d'activités biologiques qu'on détecte dans le laboratoire, donc, c'est l'activité antioxydante, c'est l'activité anticancéreuse, antibiotique, antifongique, anti-inflammatoire. Donc, au départ, ce qu'on fait, c'est qu'on va sélectionner une biomasse, on va faire un extrait et on va tester l'activité de cet extrait-là. Et l'objectif, la finalité, c'est toujours d'essayer d'isoler les composés, d'identifier les composés qui sont responsables de l'activité. Une fois qu'on a identifié ces composés-là, bien, fréquemment, on va aussi on va faire aussi de l'hémisynthèse. Donc, on va modifier ce composé-là selon les besoins pour augmenter la biodisponibilité, par exemple, etc. Donc, dans le laboratoire également, ce qu'on a développé, c'est tout le développement préclinique des molécules. Donc, pour arriver, en fait, l'objectif final, c'est d'arriver un jour chez le patient. Okay? Donc, par exemple, si on trouve un anticancéreux intéressant, bien, ce qu'on veut un jour, c'est soigner des gens qui sont atteints du cancer.
Pour arriver jusque-là, il y a des étapes qui sont importantes à franchir et il y a des questions auxquelles on doit répondre. Et les principales questions, donc développement préclinique, auxquelles on doit répondre avant d'aller chez les patients, c'est les études du mécanisme d'action. Donc, comprendre comment la molécule, par exemple, va inhiber les cellules cancéreuses. Faire des démonstrations sur des modèles animaux. Donc, au départ, on fait des démonstrations sur des lignées de cellules cancéreuses en culture, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut le démontrer sur un modèle animal. Et également les évaluations de la toxicité. Donc, on a mis en place tous ces études-là qui nous permettent d'aller chez les patients. Donc, parlons maintenant du potentiel de la forêt boréale, donc le potentiel biopharmaceutique de la forêt boréale. Première chose qui est importante, c'est que les produits d'origine naturelle, actuellement, quand un médecin vous prescrit un médicament, que ce soit le cancer, un antibiotique, il y a plus de 50 des médicaments prescrits qui sont d'origine naturelle. Donc, c'est une source extrêmement importante de nouveaux composés. Il y a seulement 10 des espèces des plantes qu'on trouve dans le monde qui ont été testées pour leur activité biologique. Important aussi, la forêt boréale, il n'y a presque rien qui a été fait là-dessus. Donc, actuellement, on est dans les pionniers là, au niveau de ces études-là. Fait important également, il y a une médecine traditionnelle amérindienne importante qui est millénaire. Donc, les plantes étaient utilisées, la forêt boréale, par les Amérindiens pour traiter différents maux, dont le cancer, par exemple. Donc, le potentiel est intéressant. Donc, il y a également 850 espèces de plantes différentes qui ont été inventoriées dans la forêt boréale. Donc, vous voyez un petit peu le potentiel. En servant de la médecine traditionnelle, on peut sélectionner les plantes. Un exemple intéressant que vous connaissez ou que vous avez entendu parler, c'est le Taxol. Le Taxol, qui est un anticancéreux qu'on retrouve dans la forêt boréale. On retrouve cette molécule-là, en fait, dans l'IF du Canada. Le paclitaxel, ou Taxol, est utilisé pour traiter différents cancers, donc cancer du sein, de l'ovaire et du poumon. Juste pour vous montrer un petit peu ce que ça peut rapporter au niveau des ventes. Donc, en 2000, les ventes de Taxol ont atteint près de 2 milliards US. Donc, ça démontre un petit peu que quand on trouve un composé intéressant qu'on peut amener chez le patient, on n'a pas besoin, en fait, d'en trouver 50 intéressantes. Donc, ça peut donner un petit peu une idée là, des chiffres là, de vente que peut rapporter un produit comme ça. Pour le projet qui nous occupe actuellement, donc c'est la valorisation des écorces et des résidus de conifères. Donc, c'est ce qu'on a regardé dans ce projet-là. Pourquoi les écorces? Bon, parce que, première des choses, il y a plusieurs millions de tonnes d'écorces de conifères qui sont produites chaque année au Québec. Les écorces, actuellement, sont principalement utilisées comme source d'énergie, donc dans les usines de cogénération. Par contre, ce qui est intéressant, mais ce qu'on ne valorise pas, c'est que ces écorces-là contiennent des composés phénoliques qui sont d'intérêt pharmacologique, nutraceutique ou encore alimentaire. Donc, ils pourraient être utilisés dans ces différents secteurs-là. Donc, ce qui pourrait être intéressant éventuellement, c'est avant de les utiliser dans les usines de cogénération, c'est d'extraire ces composés-là et de valoriser justement les écorces comme ça. Donc, ça n'empêche pas de brûler les écorces, mais on peut aller chercher les composés d'intérêt et les utiliser à d'autres fins. Donc, les principaux objectifs de l'étude étaient les suivants. Première chose, extraire les composés d'origine naturelle des principales espèces de conifères de la forêt boréale. Donc, on a regardé, en fait, les écorces d'épinettes noires, d'épinettes blanches, de mélèzes, de sapins baumiers et de pins gris. Donc, on a utilisé différentes méthodes d'extraction pour aller chercher les différents composés qui pouvaient avoir un potentiel là, bioactif. Ensuite de ça, c'était d'évaluer l'activité biologique de ces extraits-là. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler en fait de 3 types de bioactivité qu'on a testés. Donc, c'est antioxydants, antibiotiques et anticancéreux. Et ensuite de ça, c'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'identifier les principaux composés responsables de l'activité biologique, donc soit antioxydants, antibiotiques ou anticancéreux. Donc, j'ai séparé en fait là, la présentation en 3 parties principales. Donc, l'activité antioxydante, anticancéreuse et antibiotique. Donc, on va voir une à une. Donc, l'activité des écorces.
Bon, pourquoi l'activité antioxydante? Pourquoi c'est intéressant et tout ça? Bon, donc, brièvement, en fait, c'est qu'actuellement, tout le monde dans la salle ici s'oxyde. Donc, vous respirez. L'oxygène que vous respirez est essentiel pour la production d'énergie. Mais malheureusement, il y a des dérivés qu'on appelle des dérivés actifs de l'oxygène qui vont être produits par vos mitochondries lors de la production d'énergie. Et ces dérivés-là, ici, de l'oxygène qui sont produits, ils sont toxiques. Heureusement, vous avez des systèmes antioxydants qui permettent de les éliminer. Mais malheureusement, en vieillissant, ces systèmes-là diminuent. Donc, il faut pallier à cette diminution-là. Et une façon de pallier, c'est d'utiliser des antioxydants d'origine naturelle, comme les antioxydants qu'on retrouve dans les écorces, donc ce que je vais vous montrer tout à l'heure. En passant, c'est environ 2 de l'oxygène qu'on respire qui est transformé en produit comme ça. Et le plus dommageable, c'est le radical que vous voyez ici, le radical hydroxyle. Ce radical hydroxyle-là, qu'est-ce qu'il fait? Il peut réagir avec l'ADN. Donc, s'il réagit avec l'ADN, créer des mutations, cancer. Il peut réagir également avec les lipides et les protéines. Donc, ces dérivés actifs de l'oxygène-là sont impliqués dans plusieurs pathologies. Vous avez la liste ici qui est loin d'être exhaustive. Donc, cancer, comme je vous le disais, impliqué dans le vieillissement, dans l'asthme, l'artériosclérose, l'arthrite, Parkinson, Alzheimer, la liste est longue. Donc, ils sont impliqués un petit peu partout. Maintenant, nos écorces sont-ils intéressants pour prévenir ces différentes maladies-là? C'est ce qu'on va voir. On a utilisé un premier test, en fait, qui est le test actuellement le plus utilisé pour évaluer l'activité antioxydante. C'est le test ORAC. Le test ORAC est assez simple, en fait, c'est un test in vitro, donc il n'y a pas de cellules dans tout ça. Donc, ça se passe, en fait, dans nos petites éprouvettes. Alors, on va mettre, en fait, la fluorescéine, qui est fluorescente. On va mettre ensuite de ça un oxydant pour essayer de reproduire ce qui se passe là dans nos cellules, mais dans notre petit tube. Et ce qu'on va observer, en fait, c'est une diminution de cette fluorescence-là. Donc, justement, si on a un antioxydant, ce qu'on va observer, en fait, c'est qu'on va éviter, en fait, la disparition de la fluorescence. Donc, on va maintenir la fluorescence. Juste pour vous montrer ici un résultat. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le Trolox. Donc, le Trolox, c'est la partie hydrophile de la vitamine E. Okay? Dans ce test-là, c'est notre standard. Ce que vous pouvez observer ici, donc c'est une cinétique que vous voyez ici, et vous voyez la fluorescence relative. Ce que vous pouvez observer, donc s'il n'y a pas d'antioxydant, donc de Trolox, donc vous observez une diminution rapide de la fluorescence. Par contre, si vous ajoutez une concentration croissante de Trolox, de notre antioxydant, on peut observer qu'on ralentit en fait l'oxydation de notre sonde. Okay? Donc, vous voyez en fait la surface sous la courbe qui augmente en fonction de la concentration de notre antioxydant. Je vous ai mis ici un exemple. Donc, on a regardé tous les écorces de toutes les espèces qu'on trouve dans la forêt boréale de conifères. Alors ici, c'est l'épinette noire. Alors, ce qu'on peut observer, en fait ce qu'on observe avec le Trolox, donc une protection de notre sonde. Donc, on voit qu'en fonction de la concentration d'extrait d'épinette noire, on diminue l'oxydation de la sonde. Donc, comment ça fonctionne le Trolox? Donc, on rapporte ça en activité Trolox. Donc, c'est une valeur ORAC qu'on va obtenir. Donc, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on va chercher la surface sous la courbe de notre échantillon à tester, donc dans ce cas-là, l'épinette noire, et on va rapporter ça en activité Trolox. Donc, en faisant une droite avec la surface sous la courbe du Trolox. Et ce qu'on obtient, en fait, c'est une valeur ORAC de 24 micromoles Trolox par milligramme. Donc, c'est très important comme activité antioxydante si on compare avec la quercétine, qui est un agent antioxydant reconnu, qui a une activité antioxydante très importante, qui est de 13. Donc, c'est pratiquement 2 fois plus élevé au niveau de l'activité antioxydante que la quercétine. On a mis également un autre test au point maintenant. Donc, comme je vous le montrais, c'était in vitro. Maintenant, on s'est dit, on va aller voir un petit peu plus loin, on va aller voir sur des cellules qu'est-ce qui se passe. Donc, dans un contexte biologique, où là, justement, on a affaire à des multitudes de molécules qui vont interagir avec notre agent antioxydant. Donc, la question qui se posait ici, c'est est-ce que dans un contexte cellulaire, on conserve notre activité antioxydante observée in vitro? Donc, le test est simple. Donc, ça, c'est un nouveau test qu'on a développé dans le laboratoire. Ce qu'on utilise, c'est une sonde qui s'appelle la dichlorophlorésine diacétate.
Cette molécule-là, au départ, est non fluorescente. Donc, elle va entrer à l'intérieur de la cellule et il y a des estérases, donc des enzymes qui vont cliver le groupement ester. Cette molécule-là va rester emprisonnée à l'intérieur de la cellule. Première étape. Ensuite, on va traiter avec un oxydant, dans ce cas-là, qui est le terbutyl-hydroperoxyde. Le terbutyl-hydroperoxyde, lui, va réagir avec notre sonde, la dichlorofluorescéine, et va transformer cette molécule-là en molécule fluorescente. Donc, contrairement à tantôt, quand on a oxydation ici, on a une augmentation de la fluorescence. On va voir le résultat tout à l'heure, vous allez bien voir. Maintenant, l'idée, c'est que si on met un antioxydant, normalement, bien, ce qu'on va voir, en fait, c'est qu'on va voir une diminution de la fluorescence. C'est ce qu'on espère. Voici le résultat. Donc, encore une fois, je vous montre les résultats avec l'épinette noire. Donc, vous avez le blanc ici. Quand on traite avec notre oxydant, qui est le terbutyl-hydroperoxyde, donc on voit l'augmentation de la fluorescence, ce qui montre bien, en fait, qu'on a oxydé la sonde. Ensuite de ça, vous avez le Trolox, notre témoin positif. Là, ensuite de ça, on traite avec notre épinette noire. Et ce qu'on observe, c'est une diminution importante qui est dose dépendante de la fluorescence. Ce qui montre, en fait, que l'épinette noire, effectivement, protège contre l'effet oxydant produit par le terbutyl-hydroperoxyde. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a fait ces tests-là avec l'épinette noire, on vous l'a montré, mais aussi avec toutes les autres espèces. Et ce qui est important de voir ici, c'est que l'espèce, en fait, qui ressort, qui a l'effet antioxydant le plus important, c'est l'épinette blanche, avec une valeur ORAC de 30. Donc, plus la valeur ORAC est élevée, plus l'activité antioxydante est élevée. On observe également ici, donc ici, ce qu'on a mesuré, c'est l'IC50, donc sur le modèle cellulaire. Donc, l'IC50, qu'est-ce que c'est? C'est la concentration d'extrait qui va inhiber 50 de l'oxydation. Donc, plus la valeur est petite, plus l'activité est importante. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est également l'épinette blanche qui remporte la palme, donc qui a une activité non seulement in vitro, donc dans nos éprouvettes, mais en plus sur cellules, qui est extrêmement intéressante. Quels sont les composés qui pourraient être responsables de cette activité-là? Probablement les phénols. Donc, on a fait un dosage de phénol et l'épinette blanche est très, très, très riche en phénol. En fait, c'est l'extrait qui est le plus riche en phénol. Donc, ces résultats-là sont extrêmement intéressants et encourageants. D'ailleurs, on a pris un brevet pour protéger, en fait, là, nos méthodes d'extraction, parce qu'on a développé des méthodes d'extraction qui sont intéressantes. Un des défauts des extraits de conifères, etc., c'est qu'ils n'ont pas comme tel une toxicité importante, mais plutôt, ils sont, à ces doses-là, ils peuvent avoir à la longue une certaine irritabilité, par exemple, pour la peau. Donc, ce qu'on a fait, on a développé une méthode qui permet d'enlever les composés qui sont irritants. Donc, c'est cette méthode-là qu'on a brevetée. Maintenant, vous pourriez me demander, bon, y a-t-il moyen de commercialiser tout ça? Où est-ce que ça s'en va, ce projet-là? Donc, à cette question-là, je répondrais oui. Il y a un exemple intéressant. Le pain du maritime. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du pain maritime. Donc, on trouve principalement en Europe. Il y a des extraits actifs qui sont vendus sur le marché actuellement. Si vous regardez dans les banques de données, le nom, en fait, sous lequel ce produit-là est vendu, ça s'appelle pycnogénol. Donc, pycnogénol, on trouve à peu près 130 articles. Donc, il y a des études cliniques qui ont été faites avec ça, etc. Donc, c'est intéressant parce que c'est des extraits d'écorce de pain des maritimes. Donc, nos composés là, sont aussi intéressants, sinon plus, quand on parle de l'épinette blanche, par exemple. Donc, où ça pourrait être utilisé? Donc, tantôt, je vous parlais de prévention de différentes maladies. Oui, mais aussi dans d'autres domaines, dans le domaine alimentaire également. Donc, où ça pourrait être utilisé pour remplacer, par exemple, les antioxydants qui sont utilisés actuellement, qui sont de synthèse, donc le BHA, le BHT, etc. Donc, ça pourrait être utilisé à ces fins-là. Donc, c'est ce que je voulais un peu vous faire ressortir ici, là, dans l'étude des antioxydants. Mais ce n'est pas fini. On a travaillé également dans le cancer. Donc, changement de sujet complètement. Le cancer, donc, juste pour vous montrer un peu des statistiques, donc, tout le monde connaît quelqu'un qui a été atteint par un cancer, etc. Donc, juste au Canada, en 2006, on estime à 153 100 nouveaux cas de cancer, 70 400 décès, donc c'est énorme. C'est une personne sur 3 qui va être atteinte d'un cancer au cours de sa vie. 25 qui vont en mourir. C'est actuellement la première cause de mortalité. Le coût estimé du cancer au Québec sur un horizon de 25 ans, c'est 210 milliards. Donc, c'est énorme.
Ce qui est important de mentionner aussi, c'est que pour certains cancers, donc il y a des cancers qui se traitent bien, il y en a d'autres, par contre, où il reste encore beaucoup de choses à faire. Et les cancers pour lesquels il reste beaucoup de choses à faire, c'est le cancer du poumon, le cancer du côlon, où là, en fait, les traitements qui existent actuellement sont peu efficaces. Donc, comment, en fait, on va évaluer l'activité anticancéreuse de nos extraits? Donc, première des choses qu'on va faire, en fait, c'est qu'on a des cellules cancéreuses. Donc, nous, on regarde principalement cancer du poumon, cancer du côlon, parce que, comme je vous l'ai dit, on a besoin de nouveaux traitements pour ces types de cancers-là. On compare toujours avec des cellules normales. L'idée, c'est de trouver des composés qui vont être plus actifs sur les cellules cancéreuses par rapport aux normales. Pourquoi? Parce que, pour éviter, en fait, les effets secondaires. Les effets secondaires, souvent, sont dus au fait que l'agent anticancéreux va toucher aussi les cellules normales. Donc, on fait ces tests-là. Donc, on a toujours une lignée normale, une lignée saine. Donc, ce qu'on fait, première des choses, c'est qu'au jour 1, on va ensemencer des cellules cancéreuses dans des plaques comme ça ici, des plaques 96 puits. On va placer ça dans un incubateur pendant 24 heures. Nos cellules cancéreuses vont adhérer dans le fond de ces plaques-là. Le lendemain, une fois que les cellules sont adhérées, on va mettre différentes concentrations d'extraits ou de composés, etc. Et l'objectif, en fait, est de vérifier l'effet inhibiteur de la croissance. Okay? Donc, vous avez un petit exemple ici où on voit des cellules non traitées et on voit ici des cellules traitées. Donc, on peut voir à l'œil la diminution de croissance des cellules cancéreuses. Maintenant, c'est beau de faire ça au microscope, mais ça prend des méthodes objectives. Donc, ce qu'on utilise, en fait, c'est deux sondes fluorescentes. Donc, la résazurine qui mesure le pouvoir réducteur cellulaire et qui permet de quantifier le nombre de cellules. Et on utilise également le Heux. Le Heux va se lier à l'ADN. Donc, le Heux est non fluorescent. Une fois lié à l'ADN, il va fluorescer. Donc, encore une fois, c'est proportionnel au nombre de cellules. Et on utilise des appareils comme ça, donc un fluorimètre qui nous permet de doser la fluorescence et de connaître les quantités de cellules, etc. Donc, on a regardé nos écorces, on a fait des extraits. Dans ce cas-ci, c'est des extraits méthanoliques. On a regardé l'épinette noire, sapin baumier, le pin gris, le mélèze, etc. Donc, si on regarde ici les résultats, ce qu'on a ici, c'est l'IC50. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'IC50, c'est la concentration qui va inhiber ici, dans ce cas-là, 50 de la croissance cellulaire. Donc, plus le chiffre ici est bas, plus c'est actif. Donc, le premier qui nous a intéressés, en fait, c'est le mélèze. Je ne vous dis pas que les autres ne sont pas intéressants, mais il fallait faire un choix pour identifier les composés actifs. Donc, le plus intéressant de tous, c'est le mélèze laricin dans ce cas-là. Alors, ce qu'on observe d'intéressant, c'est l'activité première des choses, donc qui est la plus élevée de tous. Et deuxièmement, ce qu'on observe, sur les cellules saines, c'est inactif, donc sélectif. Ah, intéressant. Donc, maintenant, on s'est posé la question, quels sont les composés qui pourraient être responsables d'une telle activité? Bon, ça n'a rien à voir avec les écorces, mais on s'est intéressé aussi au Ledum groenlandicum. Donc, on parlait ce matin de forêts là, ouvertes, etc., de lichens. Bien, souvent, on trouve des Ledum, donc c'était du Labrador. Donc, qui nuit en fait à la croissance de l'épinette, etc. Bon, je ne me mettrai pas sur ce terrain-là, ce n'est pas mon domaine. Mais, intéressant, il y a des choses intéressantes à ce niveau-là parce que cette plante-là est active donc, et sélective. Donc, on est allé voir aussi dans le Ledum groenlandicum. Allons-y par étapes. Commençons par le mélèze laricin. Donc, ce qu'on a fait, on a fait des extraits, on les a testés, comme je vous ai montré. Après ça, bien là, avec différentes méthodes chromatographiques, on a fait des fractionnements. On a testé chacune de ces fractions-là. Donc, je n'entrerai pas dans les détails parce qu'il faut faire assez vite. On a sélectionné des fractions actives. Et finalement, on a trouvé, jusqu'à maintenant, parce qu'il reste d'autres fractions qu'on n'a pas encore étudiées et qui sont intéressantes aussi, mais qu'on va faire prochainement, on a identifié, en fait, 3 labdanes et un stilbène. Les 3 labdanes identifiés ici, bien, il y en a 2 qui sont inconnus. Donc, des molécules, en fait, on est les premiers, donc on est les premiers à révéler cette structure-là. Donc, ce sont des nouvelles excusez-moi. Donc, vous voyez, en fait, les 2 composés les plus actifs. Il y avait aussi l'acide pallustrique qui est intéressant, qui est une activité extrêmement intéressante également. On a regardé aussi l'activité antibiotique de l'huile essentielle de la bière balsamea. On a identifié des composés actifs, qui sont l'alpha-émulène et le bêta-caryophyllène, qui sont actifs sur S. aureus. Donc, je vais assez vite parce que 5 minutes, je pense qu'il est passé, ça fait longtemps. Pas si pire que ça? OK, j'ai un bon débit quand même. OK, donc les conclusions importantes, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a démontré le potentiel antioxydant des écorces de conifères, donc je pense que ça, c'était assez évident.
On a évalué l'activité anticancéreuse des écorces de conifères et identifié plusieurs composés responsables de l'activité des écorces du mélèze loricin. Donc, il reste encore beaucoup de choses à faire, ça c'est clair, mais on a des résultats qui sont extrêmement intéressants et prometteurs au niveau du cancer et également au niveau antibiotique. Au niveau antibiotique, on a trouvé récemment, donc je n'en parle pas tout de suite, des choses encore plus intéressantes dans les résidus de coupe forestière. Donc, des activités qui sont vraiment exceptionnelles et actuellement, on est en train de regarder ça de manière intensive. Mes remerciements, donc, tous les étudiants, donc les chercheurs qui ont participé au projet, stagiaires postdoctoral, premier cycle, deuxième cycle, assistants de recherche qui ont participé aux travaux, donc je ne les nommerai pas tous. Et j'aimerais remercier également les deux fonds pour leur appui, donc pour le développement de ce projet-là. Donc, je vous remercie beaucoup.